Et on ouvre le premier débat de Présidentielle 360 avec mes invités sur ce plateau. Corinne Lepage, bonsoir, ancienne ministre de l'économie. Vous êtes présidente de CAP 20, de l'écologie, présidente de CAP 21 et vous soutenez Emmanuel Macron dans cette campagne. Bonsoir à vous. Christian Cambon est également sur ce plateau. Bonsoir, sénateur LR du Val-de-Marne. Vous soutenez François Fillon et vous êtes vice-président au Sénat de la Commission des Affaires étrangères. J'accueille également Georgi Kuzmanovic. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national du Parti de gauche en charge des questions internationales et de défense et vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise. Et enfin, Jérôme Rivière, bonsoir. Vous êtes ancien député, membre du comité stratégique de Marine Le Pen. Première question pour vous. On a vu à travers ce sondage, Corinne Lepage, que les attentes des Français sont très fortes en matière de politique étrangère dans un monde déstabilisé à la fois par le terrorisme, le Brexit ou encore l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et on a vu que dans ce contexte, c'est Emmanuel Macron qui apparaît le plus crédible. Or, c'est lui le plus européiste. Est-ce que ça veut dire que les Français, finalement, ne voient pas leur pays affronter ce monde incertain sans le soutien de l'Europe ? Je pense que ce qui s'est passé au cours des derniers mois a incontestablement renforcé, si ce n'est l'envie, du moins le besoin d'Europe. Parce que, effectivement, l'incertitude autour de Donald Trump est énorme. Il a marqué en tout cas son désintérêt pour l'Europe, sa volonté de réduire sa participation à l'OTAN. D'autre part, vous avez Vladimir Poutine avec des ambitions qui sont quand même considérables, qui angoisse une partie de l'Europe de l'Est qui n'a plus le sentiment d'être couverte comme elle l'était par le passé par le parapluie américain. Et donc les Européens se disent que les Français, pardon, se disent que l'Europe, bien finalement, c'est la possibilité que nous avons d'avoir quelque chose qui nous renforce et qui nous permette de peser dans ce monde multipolaire. Ouais. Et pourtant, c'est Marine Le Pen qui arrive en deuxième place dans notre sondage, alors qu'elle a des positions à l'opposé de celles d'Emmanuel Macron concernant l'Europe. Comment l'expliquez-vous ? Parce qu'on fait peur aux Français, on leur ment. Je vais vous donner un exemple assez intéressant. Le week-end dernier, tous les médias ont dit qu'on célébrait le 60e anniversaire de l'Union européenne. C'est un mensonge. On célébrait le 60e anniversaire du traité de Rome. L'Union européenne, qui est l'abandon de nos souverainetés, date de 1993. Donc ce que Marine Le Pen propose aux Français de façon très simple, c'est d'avoir confiance dans notre pays. Nous sommes encore en capacité aujourd'hui, de façon souveraine, dès lors que nous avons retrouvé notre indépendance, de traiter à parité avec les grandes nations, que sont la Russie, que sont les États-Unis, l'Inde ou la Chine. Et nous considérons que nous fondre aujourd'hui dans une politique européiste qui n'a pas de sens, que nous fondre dans une politique de défense en abandonnant à l'OTAN la capacité de défendre la France, ça n'est pas la meilleure façon de protéger nos concitoyens. Et intuitivement, ils l'ont bien compris et ils le savent. Aujourd'hui, la France est en capacité de proposer un avenir serein à nos compatriotes. Ouais. Jean-Luc Mélenchon, lui, a récemment déclaré cette Europe-là, soit on la change, soit on la quitte. C'est exactement notre programme. Cette Europe-là, on la change ou on la quitte. C'est notre programme du plan A et du plan B. Il faut un plan B de menace de sortie de l'Union européenne pour avoir un plan A sérieux avec le poids de la France pour renégocier des traités qui nuisent aux Français. Mais je vous ferai remarquer que dans votre sondage, 69% des Français se déclarent pour la souveraineté des États. On va y venir dans le détail. Et donc ça veut dire que... Et ça se voit avec les différents référendums qu'il y a eu dans l'Union européenne, que ce soit au Brexit, mais en France aussi, en 2005 contre le TCE, que ce soit 2 fois en Hollande, que ce soit en Grèce le 5 juillet 2015, on voit que les peuples souhaiteraient effectivement conserver plus de leur souveraineté et ne pas avoir cette Europe-là qui nuit à leur vie quotidienne. Ouais, on va y venir dans un instant. Question pour vous, Christian Cambon, puisqu'on voit que finalement, François Fillon n'est pas très bien placé dans notre sondage en termes de crédibilité. Il est peu audible sur ces questions internationales. Il n'a pas vraiment capitalisé sur ces années passées comme Premier ministre sur ces questions, selon vous ? En l'occurrence, je pense que c'est celui qui a le plus d'expérience, car... On le voit, 18%. Oui, bon, ce n'est qu'un sondage dans un temps déterminé. En revanche, je pense sincèrement qu'il a l'expérience d'un homme d'État, d'un homme politique qui a assuré quand même en tant que Premier ministre les destinées de ce pays pendant 5 années. Et je crois que dans la période, et là je partage l'analyse de Corinne Lepage, la période particulièrement difficile que nous connaissons, les Français sont un petit peu nostalgiques du rôle que la France ne joue plus.
Et donc il y a une volonté effectivement de réaffirmer, en tous les cas dans notre électorat, un rôle qui est sous-estimé par rapport à ce que nous sommes capables de faire, et notamment vis-à-vis des grands pays qui mènent actuellement le monde. Autre enseignement de ce sondage, Corinne Lepage, c'est l'Allemagne qui est plébiscitée aussi comme un allié le plus sûr. On sait qu'Emmanuel Macron a rencontré récemment Angela Merkel. Elle l'a d'ailleurs félicitée pour sa vision claire sur l'Europe. Quel doit être l'axe franco-allemand selon Emmanuel Macron? Je dirais c'est de revenir à la force qu'a été l'axe franco-allemand au départ. Vous faisiez la critique du 60e anniversaire du traité de l'Union européenne. Je ne suis pas sûre que tous les Français aient particulièrement à l'esprit la succession des traités. Ce qui est important... Et pourtant, le traité d'Union européenne est bien celui dans lequel nous avons abandonné nos souverainetés précédemment. Nous restions entre États souverains. C'est ce que vous dites. Mais enfin bref, il y a une histoire. Et l'Europe, elle a pu se construire. Certes, le traité de Rome est antérieur à la fameuse rencontre Adenauer, De Gaulle en 1962, je crois. Ou 72, 63, je ne sais plus. Mais qui a vraiment donné cette force à l'Europe. Vous avez ensuite eu le couple Giscard d'Estaing-Schmitt, vous avez eu le couple Mitterrand-Kohl, vous avez eu c'est des moments où le couple était très fort. Je me souviens, il y a 20 ans, quand j'étais ministre de Jacques Chirac, nous avions des conseils franco-allemands de tous les ministres, tous les 6 mois. Je veux dire que c'est la France et l'Allemagne qui étaient le cœur de l'Europe et qui dirigeaient les choses. Il faut, si nous voulons relancer, c'est ce que veut Emmanuel Macron, relancer l'Europe sur une nouvelle dynamique avec des politiques fortes en énergie, en défense, en numérique, eh bien il faut que ce couple franco-allemand retrouve toute sa force. Ouais. Marine Le Pen a-t-elle prévu de rencontrer Angela Merkel? C'est clé ce qui vient d'être dit. Marine Le Pen souhaite renforcer la France, relancer la France. Il s'agit d'une élection présidentielle française. On ne souhaite à aucun moment nous retrouver. Il y aura un dialogue avec Angela Merkel. Il y aura un dialogue, bien sûr. Je vous ai laissé passer très gentiment. Alors allez-y, Jean. Bien sûr qu'on rentrera l'ensemble des partenaires clés que sont les chefs d'État et de gouvernement de nos pays voisins, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, mais aussi les chefs d'État de Russie, des États-Unis, de Chine et d'Inde. Oui. C'est d'ailleurs sa rencontre avec Vladimir Poutine qui a le plus fait parler. Oui. Et si vous n'avez pas la certitude que l'avenir peut s'écrire en France, avec une France sûre d'elle-même, souveraine, certaine de son identité, je comprends, tous ces gens renoncent et finalement nous proposent un avenir un peu gloubi-boulga à l'intérieur d'une Union européenne dans laquelle nous serions tous passés au moulinet, dans laquelle nous nous trouvons en situation de soumission, bien souvent, soumission économique vis-à-vis de l'Allemagne, soumission militaire vis-à-vis des États-Unis. Je crois qu'aujourd'hui, les Français aspirent à réécrire cette ligne qui a été quand même 15 siècles de notre histoire et qui nous a fait nous étendre bien au-delà de l'Europe. La France est aussi des zones économiques exclusives. Aujourd'hui, ces mêmes gens veulent donner à l'Europe la gestion de ces zones économiques exclusives. Les Français ont le droit de le savoir. Marine Le Pen propose une France souveraine. Georges Kuzmanovic, quelle est la position de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que lui, il va aussi rencontrer, dialoguer avec la chancelière allemande? Jean-Luc Mélenchon, quand il sera président, rencontrera évidemment Madame Merkel, Donald Trump, Vladimir Poutine ou qui il faudra rencontrer. Lui, il est candidat en France à l'élection présidentielle française et je souhaiterais faire remarquer que c'est le seul candidat qui ne va pas chercher l'onction à l'extérieur, que ce soit avec Madame Merkel qui domine. Il a critiqué la rencontre de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine. Mais est-ce qu'il a un petit peu changé d'avis sur cette question-là? Il a dit que c'était une erreur de l'avoir rencontré. C'est pas le moment d'aller voir Monsieur Vladimir Poutine, qui en plus les banques russes financent Marine Le Pen. Ce n'est pas plus intéressant de savoir. Ce n'est pas plus Macron. Les finances, et les finances, on est toujours à la recherche de prêt de la Russie. Donc si vous nous indiquiez comment faire, je vous ai laissé parler. Allez-y, Monsieur Macron va lui chercher de l'argent aux États-Unis. On le critique moins, mais c'est pareillement un problème. Benoît Hamon va rencontrer Madame Merkel ou Monsieur Juncker. Oui. Mais ça fait partie de la campagne aussi. Non, ça fait pas partie de la campagne. Il va rencontrer quelqu'un qui est pour moins de démocratie en Europe, puisqu'il dit qu'il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités. Nous, ce qu'on rappelle, c'est que le couple franco-allemand, c'est surtout le traité de Lisbonne, c'est le TSCG, c'est le Two-Pack, c'est le Six-Pack. TSCG qui devait être négocié par François Hollande, qui n'a pas fait. Et ce sont des contraintes qui obligent tous ceux qui
prendraient le pouvoir en France, de ne rien pouvoir faire, parce qu'ils sont contraints par les critères de convergence qui les empêchent d'avoir une dépense publique. Et s'il est trop supérieur, ils sont même maintenant sanctionnés à cause du TSCG à 0,5% du PIB, c'est-à-dire 11 milliards. Que vous vouliez financer l'hôpital ou que vous vouliez financer 4 porte-avions, vous ne pouvez pas le faire à cause de ces traités. Il faut en sortir. Alors Christian Cambon, quelles sont les propositions de François Fillon, lui qui a également, je le rappelle, rencontré Angela Merkel? C'est un des premiers. Il a été le premier à la rencontrer. Je voudrais reporter un petit peu le débat au niveau des questions qui se posent. L'Europe connaît une crise absolument majeure. Nous sommes quand même au lendemain de la signature du Brexit par la première ministre anglaise, ce qui va quand même créer pendant quelques années un certain niveau d'incertitude. François Fillon a répété, et il l'a pratiqué quand il était Premier ministre, donc il est en l'occurrence parfaitement crédible, il a toujours dit que l'axe franco-allemand était absolument nécessaire et que simplement ça passait par le renforcement de la France, le renforcement sur le plan économique, car pour l'instant nous sommes plutôt montrés du doigt par nos voisins, compte tenu de nos dettes, de notre niveau de chômage, du niveau trop élevé de pauvres. Et donc le principe que défend François Fillon, c'est déjà de remettre la France à un niveau de rayonnement qui nous permette après, enfin, de rejouer le rôle de grande puissance que nous avons été. Regardez sur tous les grands champs internationaux, que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit même l'Europe centrale. Mais sur la question de la souveraineté, puisque c'était un des éléments aussi abordés dans notre sondage, que dit François Fillon ? François Fillon, il est pour le respect de l'esprit européen, à savoir que l'Europe doit s'occuper des choses essentielles. Et du reste, il y a fort à faire, car l'Europe a raté le pari de maîtriser l'immigration. Elle n'a pas apporté de bonnes solutions contre le chômage. Et quant à l'insécurité, malheureusement, c'est l'Europe qui a payé le prix le plus cher. Donc recentrons l'Europe sur ses véritables fondamentaux et laissons aux États la possibilité de s'occuper du quotidien des Français. En tous les cas, c'est ce que François Fillon souhaite faire pour notre pays. Et il y a beaucoup de chemin à faire, malheureusement. Ouais. Corinne Lepage, on parlait des questions aussi internationales et des liens avec la Russie. Quelle est la position d'Emmanuel Macron ? C'est certainement pas celle du Front National, hein. Ça c'est tout à fait clair, parce que l'idée d'une France qui retrouverait entre guillemets une souveraineté qu'à mon avis elle a jamais perdue pour se mettre dans les mains de Vladimir Poutine, franchement je crois pas que ce soit un sort tout à fait enviable. Non, Emmanuel Macron est pour une politique équilibrée. Il n'est pas pour quitter l'OTAN. Comme le souhaite le Front National. Marine Le Pen, c'est une campagne présidentielle. Oui, enfin, non, mais c'est souvent très oublié. On a l'impression que vous oubliez qu'on est dans une campagne présidentielle. C'est quelqu'un. Jean-Luc Mélenchon aussi souhaite se désengager de l'OTAN. Oui, avant le Front National, je souhaite le rappeler, puisque le Front National avec Jean-Marie Le Pen était d'une part libéral pendant très longtemps et surtout pro-américain. Donc nous avons toujours été contre l'OTAN, voilà. Comme le général de Gaulle, qui il y a 50 ans avait chassé les GIs américains. Et que M. François Hollande a rappelé avec une loi d'avril 2016 autorisant le retour des troupes américaines sur le territoire. Ouais, enfin, on n'a pas le temps de refaire l'histoire, mais c'est franchement pas tout à fait ça. Non, pas tout à fait ça quand même. Donc il est pour que la France puisse effectivement reprendre et jouer toute sa place au niveau international, notamment avec son siège au Conseil de sécurité, qui est quelque chose d'extrêmement important, que nous allons maintenant être les seuls en Europe à avoir, puisque l'Angleterre quitte l'Union européenne, donc ça nous donne dans l'Union européenne une place tout à fait importante, et de garder une totale indépendance politique, que ce soit à l'égard des États-Unis, à l'égard du Moyen-Orient, j'insiste sur ce point, notamment à l'égard des grandes puissances pétrolières, ou à l'égard de la Russie. Ouais. Sur l'OTAN. J'aurais voulu sur François Fillon, parce que c'est quand même assez fascinant. C'est un homme à deux visages. C'est le visage qui nous explique qu'il va retrouver la souveraineté militaire est importante pour lui. C'est lui qui, en tant que Premier ministre, en 2009, fait signer le retour de la France, la loi faisant rentrer la France dans le commandement militaire intégré de l'OTAN, et donc nous mettant en vassaux des États-Unis. C'est lui aussi qui, comme Premier ministre de Nicolas Sarkozy, fait signer le traité de Lisbonne, alors même que les Français avaient refusé par référendum en 2005 ce traité de Lisbonne. Donc il a des postures qui peuvent laisser croire qu'il est souverainiste. Il ne l'est pas. Et c'est pour ça que les Français sont très peu à le créditer de confiance. La réponse à Jean Rivière. On n'est pas du tout dans la posture. Le retour à l'OTAN doit être analysé par rapport aux circonstances
que nous vivons depuis un certain nombre d'années et qui nécessite que la défense des pays européens et d'une manière générale du monde libre soit mieux organisée. Et donc c'est bien ce dispositif-là qui a été du reste approuvé par les Français, car globalement, il n'y a pas de remise en cause de ce point. En ce qui concerne du reste la position de François Fillon et de notre camp vis-à-vis de l'OTAN et plus généralement des États-Unis, nous recherchons un meilleur équilibre, et notamment avec la volonté de renouer le dialogue avec Moscou. On a fait des procès d'intention à François Fillon alors qu'il connaît effectivement Poutine parce qu'ils étaient premiers ministres ensemble, au même moment. Donc on peut comprendre qu'ils aient eu des échanges. En revanche, nous souhaitons un véritable changement par rapport à la relation telle qu'elle s'est organisée vis-à-vis de Moscou, parce que les sanctions, et sur ce point, François Fillon souhaite que l'on revoie le dispositif des sanctions, qui fait souffrir notre agriculture, qui n'a du reste aucun impact véritable sur la position de la Russie, et qui du reste profite de ces circonstances pour trouver d'autres fournisseurs que la France. Donc on paye deux fois à la caisse. L'exemple des Mistral est tout à fait évident à ce sujet. Ouais. Georges Kuzmanovic, sur les relations avec la Russie, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il est indiqué qu'il faut s'entendre avec la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et notamment sur la question des rapports avec Vladimir Poutine, puisque, je le disais, on a le sentiment qu'il a changé un peu de position, notamment après la rencontre de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine. Non, nous n'avons pas changé de position. C'est toujours la même, sauf qu'il y a une confusion entre Vladimir Poutine, qui est le dirigeant actuel de la Russie, et la Russie comme entité géopolitique. Nous considérons la Russie comme entité géopolitique, qu'elle soit gouvernée par Alexandre Ier comme face à Napoléon, Alexandre III face à Jules Ferry, ou Brejnev face à De Gaulle, qui ont noué des relations de partenariat avec l'entité géopolitique Russie. Donc nous, c'est ce que nous comptons faire, nous n'allons pas voir... C'est difficile de séparer une entité géopolitique de son président? Alors ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on quitte immédiatement l'OTAN, puisque si j'ai bien compris, beaucoup de gens n'aiment pas Donald Trump, pourtant la plupart souhaitent rester dans l'OTAN. Donc on voit bien que ce sont deux choses qui sont séparées. Vladimir Poutine, on l'a dit de nombreuses fois, nous ne sommes pas d'accord avec lui dans sa logique de répartition de la richesse. Si nous étions en Russie, nous serions dans l'opposition. Mais en tant que chef d'État, et quand Jean-Luc Mélenchon sera chef d'État, eh bien ce sera un partenaire. Et je souhaiterais rappeler par rapport à l'OTAN, puisque Mme Lepage et M. Cambon... Un partenaire, c'est ça? Ça veut dire s'entendre avec la Russie, ça sera un partenaire? Oui, un partenaire économique. Bien évidemment, aucune raison d'avoir une alliance militaire, puisqu'il n'y a pas d'ennemis. Je rappelle que l'OTAN était mise en place contre le pacte de Varsovie, qui a disparu il y a 25 ans, c'est un quart de siècle. On se demande contre qui on fait la guerre, mais surtout on la provoque en Europe. Et il y a un réel danger de paix en Europe par rapport à la paix. De guerre. Oui. Non, mais je préférerais. Excusez-moi, vous avez un danger de guerre, la paix est menacée, parce qu'il y a eu une double extension de l'OTAN pendant ces 25 dernières années contre ce qui a été promis par rapport aux Russes. Et surtout, il y a le bouclier antimissile qui a été installé par François Hollande le 20 mai 2012, dès qu'il a été élu président. Il l'a signé et c'est un déploiement d'armement en Pologne, en Roumanie, qui relance la course à l'armement. Avons-nous besoin de cela? Non, nous voulons, comme l'a annoncé Jean-Luc Mélenchon, organiser une conférence de coopération et de sécurité basée sur les principes de l'OSCE qui existent déjà et lancer une grande conférence de réduction des armements nucléaires. Je crois que c'est important compte tenu de la crise environnementale et sociale dans le monde entier. Ouais, sur ces questions de défense, d'Europe de la défense notamment. Emmanuel Macron a une politique, je dirais, très rigoureuse sur les questions de défense. Il souhaite augmenter le budget de la défense à 2%. En quelle année? En 2025. 25. Je crois. Ouais. Après son quinquennat. Oui, enfin c'est c'est le président. Oui, mais on va le monter. Pas sérieux, madame. Si, c'est tout à fait sérieux parce qu'il y a un échéancier qui monte régulièrement. Il a proposé de réinstaurer un service militaire obligatoire filles et garçons d'1 mois. Alors je sais que ça coûte de l'argent. Et ils sont accueillis à quel endroit, dans quelle caserne, tout va être remis en place. Il faudra probablement un peu de temps, mais on va le faire dès que possible. 2025 aussi. Non, certainement pas. Non, certainement pas. Parce que c'est une question qui est à la fois une question civique et une question d'unité nationale. Donc c'est extrêmement important. Sur ce point, Christian Cambon, et sur les crédits militaires, ils seront sanctuarisés dans les budgets de Non François seulement Fillon? Ils seront sanctuarisés, mais François Fillon a eu l'occasion de rappeler et de dire
à de nombreuses reprises que cette affaire des 2% était fondamentale. Elle l'est pour une raison bien simple, c'est que nos troupes sont fatiguées, nos matériels sont usés et nous sommes sur de très nombreuses opérations OPEX sur lesquelles, du reste, nombre de pays européens se reposent. Sur la France, nous sommes quasiment les seuls à mettre de l'ordre dans toute la région subsaharienne et donc il est absolument nécessaire à la fois de rééquiper nos armées. On se désengage de ces opérations en cas d'élection. On ne peut pas se désengager, notamment des opérations en Afrique. En revanche, il y en a un certain nombre d'autres sur lesquelles nous souhaitons que d'autres pays, je pense notamment aux amis allemands, et peut-être les Anglais, si ils veulent continuer à faire la défense avec nous, il faut qu'on s'entende pour qu'il y ait une prise de conscience en Europe et que ce ne soient pas les Français qui, sur leur seul dos, soient chargés d'être les gendarmes de toutes ces régions du monde où il y a quand même énormément de dangers et ça ne peut pas se faire aux seules dépenses des armées françaises. Sur la proposition de service militaire obligatoire. Il n'y a pas de projet de remise en place du service militaire pour des raisons du reste totalement budgétaires parce que malheureusement, si, et vous le savez même puisque vous étiez ministre de son gouvernement, si Jacques Chirac a fait procéder à la suppression du service militaire, c'est parce que malheureusement les projections financières montraient que déjà à l'époque ça représentait de graves difficultés. J'allais dire dans l'état où nous sommes avec 2200 milliards de dettes, je ne vois pas comment on pourrait relancer un service militaire, même s'il faut aménager des périodes où les jeunes Françaises et les jeunes Français viennent prendre la mesure de la relation entre la défense et la nation. Ouais. Alors on arrive bientôt au terme de ce débat. Votre réaction, Jean-Marie Verret, je vous donne la parole. Leurs équipes ont dirigé la France depuis les 10 dernières années. C'est eux qui ont emmené les armées françaises au bord du déclassement où elles se trouvent aujourd'hui. Nous étions il y a une dizaine de jours avec Marine Le Pen au Tchad pour voir l'opération Barkhane. Vous voyez des militaires français qui sont engagés 6 mois au Tchad, 4 mois dans le cadre en France, dans le cadre de l'opération Sentinelle, des gens qui passent 10 mois par an en dehors de leur famille, tout ça parce qu'il n'y a pas de budget, qu'on voit bien que pour M. Macron c'est 2025, pour François Fillon c'est 2022, les 2% c'est immédiatement, et derrière il faut en plus avoir une exécution budgétaire. Ce n'est pas le tout que de promettre 2% du produit intérieur brut pour la défense. Et nous le sanctuarisons en l'inscrivant comme dépense minimum dans la Constitution pour que les armées sachent qu'elles peuvent effectivement reposer sur un budget minimum qui est le budget dont nous avons besoin pour pouvoir effectuer les opérations extérieures qui sont indispensables au maintien de la sécurité en France aussi. Et ça sera le mot de la fin. La position de Jean-Luc Mélenchon sur ces questions militaires. Vous l'aurez demain, puisque M. Jean-Luc Mélenchon présentera son programme international et défense à l'IRIS demain matin. Effectivement, les armées sont usées, sont fatiguées. Pourquoi ? Parce qu'elles ont subi des politiques d'austérité, parce que nous avons cette dette à payer, effectivement, qui est de 2200 milliards. Ça fait 20 ans que nous faisons les mêmes politiques d'austérité imposées par l'Union européenne et qui font que le ministère de la Défense est celui qui a le plus subi de pertes dans ses effectifs, 55 000 sous M. Sarkozy et Fillon, près de 30 000 sous François Hollande. Et quant au projet de 2% de M. Macron, c'est un peu comme tous ceux qui veulent 2%, c'est ce qui est exigé par l'OTAN et qui a été exigé par Obama et par Donald Trump. Le sujet, c'est qu'on en a besoin, c'est tout. Et bien qu'ils reçoivent ces fiches de M. Le Drian, Macron lit tout ça un peu de travers comme les cartes de géographie. Et puisque sont désobligeants pour rien du tout. Bien sûr que oui, son service militaire d'un mois pour 800 000 jeunes, parce qu'une classe d'âge c'est 800 000 jeunes, exige à peu près, on a chiffré nous-mêmes à plus de 3 milliards. En un mois, on n'apprend rien. Et puis, vous n'avez pas le personnel militaire, puisqu'il a été par lui-même opposé chassé. à cette mesure. Donc vous êtes contre, c'est très bien, c'est nous votre sommes droit. pour un service. Ils votent toujours contre les crédits militaires. Alors c'est pas nous sommes pour l'augmentation. Merci à tous les quatre d'être venus présenter les propositions des candidats que vous représentiez sur ce plateau. Elle est professeure agrégée d'économie. Nathalie Arthaud est notre invitée. C'est la candidate de Lutte ouvrière à la présidentielle. C'est une militante de longue date et elle se présente pour la 2e fois à ce scrutin. En 2012, elle est arrivée 9e.